Bonjour à tous, je vais vous présenter le premier cours de cette année qui porte sur les propriétés de la matière. On va parler des propriétés de la matière à travers l'eau et ses changements d'état et donc ses états. Tout d'abord, je pense que vous êtes assez lucide sur le fait que l'eau, elle peut prendre trois états différents. Un état, c'est finalement une forme physique avec ses propriétés qui sont particulières. L'eau peut prendre la forme d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz. Donc, on va appeler état solide, liquide ou gazeux. Et pour passer d'un état à l'autre, on va parler de changement d'état. Alors, l'eau est solide en dessous de 0 degré. Entre 0 et 100 degrés Celsius, l'eau est liquide. Et au-dessus de 100 degrés Celsius, l'eau est à l'état gazeux. Sur Terre, la particularité de l'eau, c'est qu'elle est présente sous trois états physiques en même temps. On peut trouver de l'eau liquide dans l'atmosphère, du solide au pôle ou sur certains massifs montagneux, et liquide avec l'océan, les lacs et la pluie. C'est parce que ces conditions sont réunies que la vie a pu émerger sur Terre. Comme je vous l'ai dit, l'eau peut passer d'un état à l'autre sur Terre, de l'état solide à liquide ou de l'état liquide à gazeux, et de façon réciproque. Le changement d'état, c'est donc le passage d'un état physique à un autre, et une de ses propriétés, donc on a la fusion, la vaporisation, la solidification et la liquéfaction, et une de ses propriétés du changement d'état, c'est que l'eau, lorsqu'elle passe de l'état solide à l'état liquide ou de l'état gazeux à l'état liquide, eh bien, l'état liquide aura toujours les mêmes propriétés, c'est exactement la même chose pour l'état solide ou pour l'état gazeux. Concrètement, ça implique que sur Terre, lorsqu'on a de la glace, de l'eau liquide ou un gaz, on va les retrouver sous une même forme, aux mêmes endroits, c'est-à-dire la mer, les nuages, les glaciers, la pluie, etc. Et il va y avoir ce qu'on appelle le cycle de l'eau, c'est-à-dire une boucle dans laquelle, par exemple, une goutte de pluie va retomber sur le sol pour participer au lac, enfin à la quantité d'eau qu'il y a dans un lac, et les rivières. Ça va ensuite se déverser dans les océans. Dans les océans, avec le soleil, on va avoir un phénomène d'évaporation, où l'eau va passer à l'état gazeux. Et dans les nuages, en fait, l'eau redevient liquide. Un nuage, c'est ni plus ni moins que de l'eau à l'état liquide. Et dans certaines situations, cette goutte d'eau va pouvoir devenir de la neige, se retrouver sur les glaciers et fondre à nouveau pour retourner dans un lac. Et donc on a un cycle complet où l'eau peut passer par plusieurs états au cours de l'existence des molécules d'eau. Alors pour mesurer les propriétés de l'eau, on va faire appel à ce qu'on appelle les grandeurs physiques. Les grandeurs physiques, c'est une façon qu'on a de mesurer des propriétés de la matière à l'aide d'unités. Alors, les propriétés de la matière, mais pas que, les propriétés de la nature qui peuvent être observées. Une distance, le temps, une température, une propriété électrique, etc. Pour toute grandeur physique, il va y avoir au moins une unité. Il y a certaines grandeurs physiques qui vont en employer plusieurs. Par exemple, la température peut s'exprimer en degrés Celsius ou en Kelvin ou en degrés Fahrenheit. De même que la distance peut s'exprimer en mètres ou en miles dans les pays anglo-saxons. C'est au niveau international, les grandeurs physiques sont définies ainsi que leurs unités par ce qu'on appelle le Bureau international des poids et mesures. C'est un organisme qui se trouve au nord de Paris, à Saint-Cloud, et qui regroupe de nombreux États depuis le XIXe siècle. L'invention de ce bureau est en lien avec la Révolution française, au cours de laquelle on a essayé d'harmoniser les unités et les grandeurs physiques qu'on utilisait en France. Il arrivait que d'une ville à l'autre, même proche, on utilisait des systèmes pour mesurer, par exemple, une distance qui était différente. Parfois, on utilisait le même nom pour des distances qui étaient différentes, ce qui rendait les choses très compliquées.
Dans ce cours, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la masse et le volume. Alors le volume dépend directement de l'unité de longueur, mais on en discutera plutôt en 5e ou en 4e. Mais grâce à ces unités, enfin à ces grandeurs physiques-là, on va pouvoir déterminer certaines propriétés des changements d'état et des états physiques. Pour ce qui est de la masse, elle permet de quantifier, de déterminer la quantité de matière d'un objet ou d'un corps quelconque. C'est quelque chose qui est invariable, c'est-à-dire que la masse d'un objet ou d'un corps est toujours la même où que l'on se trouve. Que ça soit sur Mars, sur la Lune ou sur Terre, la masse est identique, à ne pas confondre avec le poids. On mesure une masse grâce à une balance. La balance permet de déterminer une quantité généralement en grammes, une quantité de matière en grammes, et cette unité a été définie au cours de la Révolution française à l'aide d'un cube d'eau d'1 centimètre de côté, donc 1 centimètre par 1 centimètre par 1 centimètre, et on a dit que ce cube d'eau pesait 1 gramme. Donc ici vous avez l'explication sur ce qu'est la masse, donc on a une balance. Si on pèse un astronaute sur Terre, il fera 90 kg, et sur la Lune, il fera également 90 kg. Sur le Soleil ou sur Mars, ça sera la même chose. Et donc le poids, c'est la force qu'exerce un objet massif sur un autre corps. C'est-à-dire que la Terre, elle va attirer les objets et les êtres vivants vers son centre. C'est pour ça qu'on reste les pieds ancrés au sol. Et sur la Lune ou sur Mars, la gravité va être différente parce que la taille de la planète va être différente et du coup, on aura l'impression d'être moins lourd, mais le poids et la masse sont deux choses différentes. Lorsqu'il y a un changement d'état, la masse ne varie pas. Ici, on a un exemple de glace qui va subir une transformation physique, la fusion, donc on va passer d'un état solide à un état liquide. Et la balance indique 320 grammes dans les deux cas, ce qui signifie que lors d'un changement d'état, la masse ne varie pas. Qu'est-ce que le volume? Alors, le volume, ça va désigner l'espace occupé par un corps, et pour le liquide, on va utiliser très souvent un système gradué comme une éprouvette. On utilise de façon usuelle le litre, cependant, il existe d'autres unités, comme le mètre cube par exemple, qui font directement référence à l'unité de longueur. Lors d'un changement d'état, le volume peut changer. Ici vous avez l'exemple d'une bouteille d'eau en verre qu'on a mis au congélateur, et à la sortie du congélateur, on voit que la bouteille a explosé du fait de la pression qu'exerçait le solide sur la bouteille. C'est également des choses qu'on peut observer avec un gaz. Un gaz a tendance à prendre plus de place possible, contrairement à un solide, dont la forme va être définie. Justement, on va s'intéresser aux propriétés dites macroscopiques de l'eau liquide. Alors, pour comprendre ce que signifie macroscopique, on va l'opposer au concept de microscopique. Il y a des choses qu'on peut observer grâce à nos yeux directement. On peut définir des couleurs, on peut observer des formes, on peut observer tout un tas de choses et les décrire. Cependant, si on utilise un microscope, on va avoir des choses, des informations qui ne nous étaient pas accessibles sans cela. Ici, vous avez l'exemple d'observation de roches avec un microscope à droite et de façon macroscopique à gauche, et vous voyez que c'est pas du tout la même représentation que l'on va en faire. Eh bien, c'est pareil au niveau de l'observation macroscopique de l'eau, on pourra en faire une observation microscopique, mais pour ce qui est des changements d'état, ou des états, le plus intéressant à la base, c'est d'observer les propriétés sans aller chercher les propriétés microscopiques. Alors, pour ce qui est de l'eau liquide, il y a plusieurs phénomènes qui sont intéressants. C'est déjà l'eau liquide va nécessairement prendre la forme du récipient qu'elle occupe. Vous voyez que ce soit un Erlenmeyer, un bécher ou un tube, eh bien, on va observer un volume qui va occuper l'espace disponible, dans une certaine limite, mais en tout cas, ça va épouser la forme. Par ailleurs, quelle que soit la façon dont on présente l'objet, le contenant,
On va observer une surface plane et horizontale. Donc ce sont les deux propriétés qui sont flagrantes pour un liquide. Maintenant, on va s'intéresser aux autres propriétés de l'eau qui restent des propriétés observables à l'échelle macroscopique, notamment lorsqu'on va mélanger à un autre liquide. Alors, il y a deux choses possibles. Soit vous mélangez par exemple du sirop avec de l'eau et vous allez observer un mélange qui va être homogène, c'est-à-dire un mélange où on ne va pas observer de différence en différentes couches. Donc on va parler de phase. Vous allez voir, l'eau éventuellement prend une certaine couleur, et on dit que les liquides qui donnent une seule phase sont miscibles, c'est-à-dire que on ne peut pas distinguer les deux liquides précédents le mélange. Lorsque l'on observe deux phases comme l'huile et le vinaigre, qu'on ne peut pas vraiment mélanger, eh bien on va parler de liquide non miscible, c'est-à-dire qu'après agitation, on retrouve un état initial, c'est-à-dire avec deux phases, une phase avec le vinaigre, une phase avec l'huile. Lorsqu'il s'agit d'un solide, les règles vont un petit peu changer, on ne va pas utiliser le même vocabulaire, on va se retrouver avec deux situations différentes. La première, c'est lorsqu'un solide est mélangé à de l'eau liquide, et après mélange, on observe juste comme s'il y avait de l'eau, ou éventuellement de l'eau colorée, mais quelque chose d'homogène. Donc on va parler de dissolution, c'est-à-dire que le solide n'est plus observable après le mélange avec l'eau. Et le deuxième cas, c'est lorsqu'il y a saturation. Alors, il y a des solides qui vont être qui vont saturer plus rapidement l'eau que d'autres. Mais si on mélange du sel à de l'eau, il arrivera un moment où le sel ne sera plus soluble, et c'est le moment où on parlera de saturation. Ici, vous avez un exemple, on met du sel dans de l'eau, on agite, on a de l'eau salée, il n'y a plus de problème. On rajoute encore du sel, on agite, et bien cette fois, on observe un dépôt de sel au fond, et ça signifie que l'eau était saturée de sel. Voilà, j'en ai fini pour ce cours. J'espère que ça aura été clair, je vous dis à bientôt.